messieurs, bienvenue à vous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité. Alors rapidement, je vous pose une question. Paris-Miami, 12 heures de vol. En basse saison, un billet coûte environ 300 €. Paris-Cotonou, Paris-Abidjan, c'est en moyenne 5h30 de vol pour un billet au minimum à 581 €. Comment expliquer cela, mesdames et messieurs? Voilà la question du jour. Afrique, transport aérien, un secteur à la traîne. Et aujourd'hui, on en discute avec nos trois invités. Nous avons Armand Iré, vous êtes journaliste, bienvenue à vous. Bonjour Aïssatou, bonjour téléspectateurs de Vox Africa. On continue avec monsieur monsieur Frédéric Tchungui, vous êtes analyste politique. Bonjour Aïssatou. Bienvenue à vous. Et on termine avec Babadem, vous êtes journaliste. Alors, je l'ai dit au début, vous l'avez tous constaté, partir à Miami, 12 heures, 13 heures de vol, c'est beaucoup moins cher qu'aller à côté, à savoir Abidjan, Bamako, Conakry, voir les pays d'Afrique centrale, Douala, etc. Comment on l'explique? Eh bien, on va en parler ici sur le plateau de Vox Live. Mais avant, bien sûr, place à la carte blanche que vous vous attendez tous. On vous permet tout simplement d'aborder un sujet de votre choix. Et on va commencer avec vous, monsieur Frédéric Tchungui. Alors moi, je vais un petit peu aller dans la thématique, un peu dans la thématique du jour. C'est-à-dire que je vais un peu tirer un coup de gueule à l'Union africaine. Pourquoi? Parce que je pense que elle doit aller plus loin dans les politiques, que ce soit dans les politiques de libéralisation du marché, d'un marché commun en Afrique. Quand je parle de marché, je parle aussi du déplacement, tout est lié. Qu'elle prenne ses responsabilités afin qu'on puisse d'ici, c'est vrai qu'elle a mis en place la ZLECAf, Oui. mais on a besoin de plus. On a besoin de plus. Les jeunes ont envie de se déplacer. On a envie d'avoir des programmes Erasmus, par exemple, qu'il n'y a pas sur le continent. On veut d'autres programmes qui vont permettre aux jeunes de pouvoir se déplacer et de bouger. Et aussi, j'exhorte aussi la jeunesse à se mobiliser pour pouvoir peser, à organiser des colloques, à organiser des différentes réunions pour pouvoir discuter de ces différents points aussi qui sont importants pour eux. Vous pensez que l'Union africaine peut faire plus? Bien sûr, elle peut faire beaucoup plus, donc c'est très important, mais aussi que les jeunes se mobilisent en lobby pour pouvoir peser sur ces décisions-là et qu'ils ne se disent pas que l'Union africaine c'est loin, parce que l'Union africaine décide d'énormément de choses sur le continent et c'est important que les jeunes, je sais qu'ils ont mis en place tout ce qui est Envoy, Youth Envoy, etc. Pour différents pays, il y a des jeunes qui sont représentés de chaque pays africain, qui font partie bien sûr de l'Union africaine, qui sont représentés à l'Union africaine, mais qu'on puisse avoir, c'est-à-dire un réel impact, qu'ils puissent s'organiser pour pouvoir réellement peser sur ces décisions-là. Pourquoi ce n'est pas déjà fait en 2024? C'est-à-dire que si l'Union africaine peut le faire, comment vous l'expliquez si c'est possible? Je pense que ce n'est pas déjà fait parce que, sans doute, ce n'est pas la priorité de l'Union africaine. Il faut le dire. C'est-à-dire que les choses qui peuvent être faites par l'Union africaine et où il y a une pression. L'intégration économique, ce n'est pas une priorité. L'intégration économique, les interconnexions entre pays, le développement de sa jeunesse, ce n'est pas une priorité. On peut dénoter qu'il y a un manque de motivation pour ces questions. Ça, c'est sûr. Maintenant, à savoir, peut-être qu'ils l'ont mis en priorité parce que je sais que sans doute dans la charte de 2063, ils ont dû l'inscrire. Bien sûr, mais finalement, ça ne se voit pas sur le terrain. Voilà, ça ne se voit pas sur le terrain. Donc, je pense que comme les jeunes sont concernés, et vous savez qu'à chaque fois que j'interviens sur Vox Live, moi, je mets les jeunes devant leurs responsabilités. Donc, je leur dis, voilà, prenez le problème à bras le corps et faites-vous entendre sur ces questions. Pourquoi pas prenons le problème à bras le corps? Parce que vous êtes jeune. C'est pour ça que je me fais la voix aujourd'hui, de cette manière. Et puis, quoi qu'il en soit, ce n'est pas un problème que de jeunes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est jeune que ça ne concerne que les jeunes. Évidemment. Tout le monde est censé finalement prendre à bras le corps. Donc, c'est thématique, c'est problématique. Parce que quand on parle de l'avenir, c'est la jeunesse. Il faut accompagner la jeunesse. C'est-à-dire... Oui, il faut accompagner la jeunesse, tant au niveau du pouvoir et même au niveau de la gérontocratie, comme on a l'habitude de le dire. Il faut accompagner la jeunesse pour qu'elle s'affirme, pour qu'elle éclore, pour qu'elle, comment on dit ça? Pour qu'elle sorte comme une fleur, là, comment on dit ça? Épanouir. Pour qu'elle soit épanouie, il faut l'accompagner. Mais il faut dire que les jeunes aussi ont énormément d'idées. Il a parlé tout à l'heure de pas mal de thèmes assez techniques pour moi, mais ils ont énormément d'idées. Il faut les mettre ensemble pour regrouper toutes ces idées-là, pour permettre à ces jeunes-là de vraiment peser sur les pouvoirs décisionnaires. Si on a une vision à long terme, Baba, je vous pose la question à vous, on a une vision à long terme. Aujourd'hui, on est à la tête d'un pays. On se dit quoi? On se dit que le pays doit continuer après moi. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Et le pays peut continuer après soi, c'est parce qu'on a mis en selle la jeunesse, on a préparé la jeunesse, on donne le pouvoir à la jeunesse, on instruit la jeunesse. Donc, c'est quoi? C'est un manque de vision? Manque de vision, de leadership. Après, quand il a commencé par l'Union africaine, bon, ça m'a fait un peu
tilté parce que l'Union africaine, honnêtement, ils peuvent avoir, peut-être, hein, ils doivent avoir ce genre de programme. Mais de ce qu'on connaît de l'Union africaine, c'est juste leur sommet de l'Union africaine. Le syndicat des chefs d'État. Voilà, c'est la seule chose que je sais, en tout cas. Prenons le cas de Mandela, l'État américain. Je crois que ça a été impulsé par Barack Obama. Il y a un Mandela Youth. Tout à fait. Le Yali. Voilà, exactement, le Yali. Mais je vois comment les jeunes sont tellement enthousiastes quand ils sont sélectionnés et la manière même dont ils vont, qu'ils le mettent au niveau des réseaux sociaux, tellement ils sont contents d'aller à la Maison-Blanche. Sauf que les Américains ne font rien pour rien. Ils vont inculquer eux leur propre vision pour ces jeunes leaders ayant peut-être la ligne de conduite ou politique américaine pour des futurs leaders. Je vois ça plus comme ça. Mais pourquoi, dans ce cas, les États? Parce que pour moi, les jeunes qui soient au Cameroun devraient, comme on dit, Erasmus, mais que les jeunes entre pays africains déjà au niveau régional puissent se faire, comme on dit, des connexions entre ces différentes jeunesses pour, pourquoi pas, penser à l'avenir du pays et créer. L'Union africaine aurait pu créer, peut-être qu'ils ont créé ce programme, mais on ne le sait pas, on ne connaît pas. Du coup, Baba, je reviens sur un point qui est très important, c'est-à-dire que on avait parlé ici sur le plateau de Vox Live concernant la fuite des talents et la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que tout est organisé. Quand vous dites que les États-Unis, avec le YAL, exactement le YALI, mettent en place, c'est-à-dire qu'ils choisissent, encore une fois, les meilleurs talents sur le continent africain, qu'ils prennent et qu'ils ramènent pour un voyage de quelques jours initiatique aux États-Unis. Donc déjà, ils ont repéré les meilleurs talents, ils ont fait leur choix. Et en gros, allez, venez aux États-Unis. Ça commence par un petit voyage de quelques semaines. Et ensuite, tiens, finalement, tu rentres à l'université, finalement, tu deviens américain. Et l'Afrique, on oublie. Donc, c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens accourent. C'est-à-dire que les jeunes vont vers ce type de programme. Parce que les Américains mettent les moyens. Ils mettent les moyens, ils mettent aussi les infrastructures. Et ils sont disponibles au niveau des dirigeants. Ils sont disponibles. Parce que quand le Yali organisé par Barack Obama, il est présent dans la salle. Ou tout simplement, il prépare l'avenir. Voilà, mais c'est pas évident. Comme on dit souvent, la nature n'aime pas le vide. C'est-à-dire que lorsque nos dirigeants ne s'occupent pas de leur jeunesse et ne la valorisent pas, il y a d'autres personnes qui lorgnent sur cette jeunesse parce qu'elles savent que en leur inculquant, comme tu l'as dit, ils savent en les faisant venir aux États-Unis qu'ils vont leur inculquer donc cette pensée américaine et qu'après ce seront des futurs collaborateurs. C'est-à-dire, je me souviens que si par exemple je deviens Premier ministre plus tard en tant que jeune, admettons, je me souviens que j'ai été aux États-Unis. Tu es directeur de la CIA voilà, aussi. Où j'étais entre guillemets au Yali en tant que leader, donc j'aurais déjà une connexion avec les États-Unis. Des liens. Ils préparent tout simplement une intelligence tout simplement qui va s'installer aux États-Unis. Voilà, il faut parler aussi de la disponibilité de ces dirigeants occidentaux-là. Quand ils décident de faire quelque chose, ils s'impliquent à un degré vraiment exponentiel. Ils sont là eux-mêmes, ils accueillent les invités, ils donnent leur discours. Ça plaît souvent aux jeunes Africains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça sur leur continent. Évidemment, sur leur continent, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais on les appelle, on les réunit dans une salle de près de 5000 personnes. On emmène un ministre de la Jeunesse en basket et en guine qui fait des discours laudateurs pour les chefs de l'État, qui lui l'a poussé à 102 degrés, dans son climatiseur, en train de roupiller. Donc, c'est un peu ça, c'est de ça qu'on parle. Il faut s'occuper des jeunes-là, il faut leur montrer qu'ils sont porteurs d'espoir et que c'est une entité qui n'est pas à négliger. Et ça me fait penser au sommet qui a eu lieu, la France-Afrique, où Macron avait décidé de réunir les jeunes ici, en disant je ne vais pas... Attention, Afrique-France. Afrique-France, oui, à Montpellier, en disant je vais parler directement à la jeunesse. C'est-à-dire que si on le met dans le sens contraire, on dit par exemple, je ne sais pas moi, Ouattara qui vient, qui dit, bon, les Français, je vais vous parler directement, je mets de côté... Est-ce que ça va être pensable? Je pense que la raison pour laquelle ce ne sera pas pensable, c'est parce que la Côte d'Ivoire, d'autres pays africains... Je donnais un exemple comme ça. Mais je pense que c'est très intéressant l'exemple. C'est-à-dire que par exemple, la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains ne se sont pas, c'est-à-dire non pas brandi, comment on dit le branding, font du branding à l'international. Aujourd'hui, la France représente quand même quelque chose. Mais nous, les pays africains ne le sont pas. Par contre, par exemple, je ne pense pas que si jamais le président, je pense que si monsieur Kagame fait cela, invite des jeunes Français à venir au Rwanda et être, entre guillemets, new leader. Mais déjà, il organise des forums qui sont Mais il le fait déjà, les young leaders. Il organise des forums qui sont pas mal au niveau, les young leaders. Il organise les young leaders au niveau de Kigali. Et ça marche. Il réunit même aussi
comment on va dire ça, les patrons des entreprises. Par exemple. Les patrons des entreprises cotées, il est réuni à Kigali pour... Parfois, ils ont créé même un centre. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont mises en place là-bas. Non, juste pour aller dans le sens de Paul Kagame, du président Paul Kagame. Nous, on avait institué ce qu'on appelle I Hope Week. On n'était que 3 personnes, avec Awadem, je la salue, et Michaela Runguezaga. On va au Rwanda, et tout était payé par l'État rwandais. À un moment donné, il y a des autorités qui disent, mais comment se fait-il que le président, eux, on ne les connaît pas, ils viennent juste de créer, mais comment font-ils pour qu'on les suive? Et c'est là où apparemment on dit que le président s'est dit que si ces jeunes amènent, et on avait amené 400 jeunes de 30 pays africains différents à Kigali, c'est qu'il y aura au moins 10 qui vont peut-être avoir des relations dans 20 ans avec le Rwanda, et ça on le prend. Donc c'est juste pour vous dire son côté... Il est visionnaire, tout simplement. Comme un dirigeant occidental, disons ça comme ça. Juste pour rire. Exactement. Allez, mesdames et messieurs, on continue avec la deuxième carte blanche. On va donner la parole à Armand Hiré. Ma carte blanche aujourd'hui se porte sur un homme que je n'admire pas vraiment. Pas parce que je manque de sentiments, mais c'est un homme politique. Et je n'admire pas les hommes politiques. Je vais parler d'un binôme, le binôme Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko au Sénégal. Faye. Voilà. Et Ousmane Sonko au Sénégal. C'est un binôme qui a osé dans l'opposition et qui aujourd'hui assure le pouvoir. Ils ont décidé de mettre en place un pouvoir qui bride le système établi. Et même s'ils ont des difficultés, aujourd'hui, ils s'en sortent pratiquement. Regardez comment ils ont géré la crise malienne il y a quelques jours. Ils l'ont géré comment, la crise malienne? Voilà. Ils constatent que l'ambassadeur de l'Ukraine a relayé la vidéo du porte-parole militaire ukrainien. On l'appelle au niveau de... Le ministre des Affaires étrangères l'appelle, voilà, effectivement. Elle lui tape sur les mains. Il y a une opinion qui s'élève, qui dit... ils ont dit qu'ils étaient des panafricains, ils en ont fait leur discours de campagne, tout ça, et puis ça. Sonko et Diomaye Faye se concertent et décident d'aller vers leurs frères maliens. C'est ce qui est important en matière de démocratie et ce qui est important en matière de diplomatie. Ils se sont déplacés, ils sont allés voir leurs frères maliens. Quand je regarde les images, c'est vrai que Assimi Goïta, il a l'habitude de marcher comme quelqu'un qui est toujours énervé. Mais ce jour-là, il est arrivé dans la salle, il n'a même pas salué, il a demandé à tout le monde de s'asseoir. Ousmane Sonko a plaidé son cas, mais en retour, il a dit, il faut laisser les émotions de côté. Il faut affronter la réalité et la diplomatie parfois à ces réalités. Donc, il a tapé sur les mains de l'ambassadeur ukrainien. Il allait plaider le cas du Sénégal à Bamako parce que les Maliens semblaient être fâchés. Il allait plaider le cas et il a demandé à ce qu'on mette la balle au centre et que les choses se déroulent diplomatiquement et que les choses vont avancer. Vous pensez que c'est la raison pour laquelle il est parti donc, au Mali? Les Maliens semblaient fâchés. Il allait présenter ses condoléances au peuple malien. Tout à fait. Il allait présenter ses condoléances au peuple malien. Il a été accueilli par son homologue à Bamako. À Bamako. Choguel Maïga. Et ensuite, il a été reçu par le président de la transition. Je pense qu'il a usé de toutes les formes de diplomatie nécessaires pour faire attendre la voix du Sénégal. Donc vous pensez que sans son voyage au Mali, la situation aurait été difficile entre le Mali et le Sénégal? Je ne pense pas vraiment que la situation aurait pu être difficile. Mais vous savez, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui peuvent bouger des rapports entre deux pays. Il faut qu'on se le dise. Il y a eu beaucoup de montées de voix
au niveau du fait que le Sénégal n'a pas renvoyé automatiquement l'ambassadeur ukrainien. Je pose la question à Baba, comment vous réagissez à ça? C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'il y a eu la prise de position de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, il y a eu, il a été convoqué, etc., remise à l'ordre, etc., etc. Beaucoup sur les réseaux sociaux disaient « Ah non, on est choqués, pourquoi il ne le vire pas? Pourquoi le Sénégal ne fait qu'une tape sur l'épaule alors qu'il devrait renvoyer l'ambassadeur ukrainien ?» Finalement, est-ce que vous comprenez, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, la question n'est pas là, est-ce que vous pouvez comprendre que les réseaux sociaux s'enflamment et disent non, on n'est pas d'accord avec la décision du Sénégal? En fait, les réseaux sociaux, c'est surtout l'endroit où il peut y avoir, ça, comme il disait, ça peut exploser très rapidement. Et mieux, en tout cas dans le domaine panafricain, on voit une explosion parfois il y a des fake news. Dans le cadre du Sénégal, les fake news sont partis d'où? Bassirou Diomaye Faye a été reçu 2 fois en France. Bassirou Diomaye Faye a vu 2 fois le président Macron. Ensuite, ce qui s'est passé au-delà de ça, si on parle de l'ambassadeur de l'Ukraine, mais on va parler aussi de l'ambassadeur de la Suède. Dans l'imagination, on disait que c'est parti de Dakar. L'ambassadeur, donc, c'est une commande de l'OTAN via le président, via la base arrière de la France, qui est le Sénégal. Donc, on met le curseur sur le Sénégal. Et l'autre communication que les gens ont une autre perception, c'est quand l'ambassadeur qui est en Suède disait, bon, finalement, nous, de toutes les façons, fin décembre, on quittait le Mali pour ouvrir une nouvelle ambassade à Dakar. Donc, dans la perception, ok, il y a la Côte d'Ivoire. C'est un jeu de mots manipulatoire. Dans la perception. On peut comprendre. On peut comprendre eux, parce qu'ils les gens se posent des questions, parce qu'ils ne vont pas plus loin. Ils ne vont pas plus loin, ils ne vont pas chercher à savoir. Et c'est pour ça que le voyage de Sonko, d'habitude, un voyage de Sonko au Mali serait annoncé au moins 3 jours. Parce qu'il est à peine revenu de Kigali. Là, ça a été su hier. Quelque temps après son atterrissage. Mais est-ce que ça n'a pas été fait parce que la situation s'envenimait? Et le mot est clarifié. Ça a été, voilà, nous avons clarifié la situation. Exactement. Et au-delà de ça, Sonko a toujours eu un discours clair, net et direct. Et comme il disait, on n'a pas fait de discours protocolaire, on a discuté entre nous en tant que frères et pas protocolaire. Donc je pense que ça a été au moins quelque chose qui permet, et d'ailleurs quand vous avez écouté son discours, ça a permis d'apaiser la situation et de calmer aussi, parce qu'à un moment donné, ça pouvait créer des dissensions entre le Sénégal et le Mali. Et il y avait même, avant les histoires de l'ambassade, des ambassades, on disait aussi qu'il y a des troupes sénégalaises, des troupes sénégalaises qui se trouvaient à la frontière avec le Mali. Pourquoi vous êtes à la frontière avec le Mali? Est-ce que ce n'est pas la France qui, pour déstabiliser, et d'ailleurs Sonko a dit, vous ne verrez jamais de mon régime. En tout cas, ce ne sera pas de mon régime qu'on déstabilisera notre pays frère, le Mali. Le Mali. Voilà. En tout cas, c'est des choses qui ont effectivement été dites par le président. Il a pris des dispositions, il allait calmer une affaire qui est en train de bouillir. Il allait mettre de l'eau froide là-dessus et puis voilà, il a calmé le jeu. Ça s'appelle la diplomatie offensive. Et ça donne même de l'espoir. C'est ça exactement. Avant que les problèmes ne deviennent trop importants, on les tue dans l'œuf. Si vous me permettez, en 1 minute, je voulais dire que il y a une diplomatie offensive de la part du Sénégal et surtout du Mali. Parce que j'ai remarqué que les preneurs de parole au niveau du Mali, quand ils arrivaient à l'ONU, ils posaient les problèmes tels qu'ils sont, tels qu'ils les vivaient dans leur pays. Et ça a amené des gens vraiment à comprendre ce qui se passe au Mali et le rôle de ceux des forces exogènes qui veulent mettre le feu au Mali. Il y a une diplomatie vraiment offensive. Merci beaucoup Armand Héré pour cette carte blanche et on va clôturer donc ce tour de table avec Babadem. Votre carte blanche, Babadem. Donc moi, sur ma carte blanche, je vais rester sur les réseaux sociaux et sur l'icône Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly est aujourd'hui une icône africaine, respectée même mondiale, respectée. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, on peut être en désaccord. Bon, avec les bisbilles qu'il a eu à la chanson, il ne parle pas que de l'AES. On peut être en désaccord, mais remettez vraiment pour que les téléspectateurs puissent suivre. Le contexte, c'est qu'il a sorti un clip
Mais là, il remet en cause plusieurs États, dont l'AES, en disant que dans les pays de l'AES, il suffit d'exprimer son... On veut comprendre un peu de quoi il s'agit. Il sort donc une chanson. Une chanson. Qui débouche sur un clip. Exact. Et qu'est-ce qu'il dit réellement dans le clip? C'est ça. Non, en tout cas, la partie concernant l'AES, il dit clairement qu'il n'y a plus de liberté d'expression et que si vous exprimez votre expression, vous allez en prison. Ce qui a forcément d'autant plus qu'il habite, il habite au Mali. Oui. Et ça a déplu, mais ce n'est pas que l'AES, hein, c'est juste une partie, mais sinon il parle du Cameroun. Le Camerounais, il y va en disant un président inexistant. Il va parler d'autres pays, je ne sais plus quels sont les autres pays. Mais moi, ma carte blanche, c'est... Il n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire? Si, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Il a parlé de la Côte d'Ivoire. Mais ma carte blanche, c'était surtout le fait que sur les réseaux sociaux, on se permette, et je l'ai à visage découvert, des influenceurs, on peut ne pas être d'accord, mais insulter l'icône, c'est ça que je voulais mettre comme coup de gueule, parce qu'effectivement, on peut être en désaccord, mais quand même, ce que représente Tiken Jah Fakoly, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on va brûler une icône, le mythe, mais par des insultes. À la limite, on peut dire on n'est pas d'accord, mais les insultes, moi j'ai trouvé que c'était trop, déjà pour ce que représente Tiken Jah Fakoly, et je pense que les réseaux sociaux aussi, on devrait quand même commencer, je ne sais pas si c'est à réguler, mais on peut être en désaccord, on peut avoir des paroles parfois blessantes, mais qu'on mette de côté les insultes. Après, et je pense qu'il ne mérite pas ça. C'est un artiste. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que les artistes ont le droit de parole, entre guillemets? Quand je dis le droit de parole, c'est les artistes, on ne touche pas aux artistes. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, où ils veulent. Moi, je pense que c'est très important de maintenir cette liberté d'expression. Pourquoi? Parce que ça permet aussi, c'est-à-dire que je vais prendre, si je prends... Mais c'est sûr que les internautes le font aussi sur les réseaux sociaux. C'est la même liberté d'expression. Certes, mais pour l'instant, restons d'abord sur le cadre de l'artiste. D'abord, lorsque l'artiste s'exprime... Non, je réplique en disant que c'est la même liberté d'expression, c'est de ça qu'on parle actuellement. Bien sûr. Après, je parle vraiment de la relation entre les gens des réseaux sociaux, je ne parle pas des autorités. C'est-à-dire quand on parle de liberté d'expression, c'est-à-dire que le peuple, les citoyens, l'humanité devrait comprendre que peut-être que les artistes ont ce droit-là de dire ce qu'ils veulent. L'artiste peut se faire descendre et voir sa carrière réduite à néant parce qu'il n'aurait pas tourné sa langue 7 fois dans sa bouche avant de s'exprimer. C'est clair, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut porter des gants pour pouvoir t'exprimer. Même nous-mêmes, on est en train d'intervenir ici. Oui, c'est pour ça que moi je fais la distinction entre un artiste et une personne lambda. Comme vous dites, c'est leur liberté d'expression, c'est-à-dire qu'eux s'expriment, ils sont en désaccord avec les propos tenus par Tiken Jah Fakoly. Ils peuvent être en désaccord. Ils peuvent être en désaccord, exactement. Évidemment. Et peut-être l'exprimer différemment. La phrase qui m'a choqué, en plus, c'est un artiste. Il y a eu des insultes, mais surtout la phrase, n'est-ce pas qu'il se trouve à Bamako, aller détruire son champ. Et il y a des personnes qui peuvent... La liberté d'expression... C'est la liberté d'expression dont mon jeune frère parlait tout à l'heure, c'est la liberté d'expression. Oui, il a sorti sa chanson. Est-ce que sa chanson, c'est du beurre en train de caresser l'AES? Il les allume carrément. Et il a une voix qui est prépondérante en Afrique. Alors, s'il est réduit sur les réseaux sociaux à sa juste valeur, il faut le comprendre. À sa juste valeur, ok. Mais insulte ou menace de mort. Il est réduit à sa juste valeur parce que il a affirmé des choses qui peut-être existent selon son entendement. Mais est-ce qu'il avait besoin de... On peut être un chanteur et être aussi diplomate. Non, donc vous cautionnez les menaces de mort ou les insultes. Il y a quand même des limites. Voilà, il y a des limites. On peut être un chanteur et être diplomate. On peut être désaccord et lui dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais au point d'aller saccager sa maison, saccager son champ. Quand Alpha Blondy chante Peace in Liberia, il s'en prend à toute la classe politique libérienne. Oui, mais les gens... Même aux internationaux. Mais c'est tellement bien dit que tu peux pas en dire quelque chose là-dessus. Mais Peace in Liberia, même à l'époque, il n'y avait pas de... Mais les artistes sont là pour déranger aussi. Oui. Est-ce que parce qu'ils dérangent, il faut les insulter et aussi mettre... Les internautes aussi peuvent déranger. Oui, très bien, mais est-ce qu'il faut mettre leur intégrité en danger? Moi, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que si les artistes n'ont pas le droit de s'exprimer,
et que, entre guillemets, lorsqu'ils le font pour dénoncer un système qui n'est peut-être pas parfait, parce qu'aucun système ne l'est. Je ne dis pas que l'AES n'est pas un système parfait. L'AES n'est pas aussi un système parfait. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes choses dedans, il y a aussi des choses à modifier. Et le fait que Tiken Jah Fakoly se positionne dessus, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que les internautes ne devraient pas remettre c'est-à-dire le menacer de mort, entre guillemets, je ne sais pas si ça fanatiques un peu partout. Juste pour ça. Il y a des fanatiques un peu partout. Sinon, on ne s'exprime plus. Je dis, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche pour pouvoir. Mais pour vous, c'est la faute de Tiken Jah Fakoly. Il n'aurait jamais dû sortir cette chanson-là, sachant qu'il aurait pu anticiper les réactions. De toute façon, toutes les chansons de Tiken Jah sont des soucis à problème pour presque toute l'Afrique. Par exemple, il y a des chansons qui me plaisent bien. Quand il parle il a une chanson où... Quitte le pouvoir. Pardon? Quitte le pouvoir. Non, pas quitte le pouvoir. Il y a une autre chanson là, où il parle de l'exil là. Il y a un clip où il tourne avec un gars au Sénégal là. Je sais pas. Bon, enfin, c'est l'une des rares chansons qui me plaît. Sinon, Tiken Jah, c'est un fauteuil de troupe. En général. C'est comme ça. Et je le dis de manière ouverte. Vous tombez un peu dans le jeu des internautes. C'est un fauteuil de troupe, je le dis ouvertement ici, ça n'engage que moi seul. Ce sont les fauteuils de troupe qui changent la société, qui la questionnent. Il faut des fauteuils de troupe, s'il en est un. Mais ça ne change pas la société parce que juste après qu'il ait chanté, les armes sont sorties en Côte d'Ivoire et ça a tué près de 3000 personnes au bas mot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser. Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas minimiser le poids d'un artiste. Évidemment, l'impact qu'il peut avoir. Vous imputiez le fait que ce soit Tiken Jah Fakoly qui chanté. Quitte le pouvoir. Et que ça quitte le pouvoir. Troubles en Côte d'Ivoire. Oui, mais quitte le pouvoir, ça fait partie des causes endogènes de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si on doit citer, par exemple, quand la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils ont tué le prince héritier de Bosnie à Sarajevo. Oui, tout à fait. Mais en dehors de ça, les causes endogènes, tu peux les citer, il y a plusieurs causes. Non, mais que quitte le pouvoir... Mais ça fait partie des causes. Attention au raccourci, ça fait partie des causes. Mais rassurez-nous, vous ne cautionnez pas quand même les insultes et les menaces. Non, je ne cautionne pas les insultes. Mais je dis aussi... Par contre, les désaccords, les gens peuvent être en désaccord avec sa musique, avec ses propos. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que j'estime que c'est un fauteuil de troupe. D'accord. Ces chansons m'ont jamais... Il y a une ou deux chansons qui m'ont vraiment impacté. Permettez-moi de lui poser une question. Allez-y. Qu'est-ce que devrait être un artiste? Une personne qui va, c'est-à-dire qui est d'accord avec ce qui se passe et qui... Il y a la manière de s'exprimer. Il y a la manière de s'exprimer. Il y a la manière de s'exprimer. À quoi sert donc un artiste? Il y a la manière de s'exprimer. Il y a la manière de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Non, mais pour l'AES, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à sur l'AES. Mais c'est à lui de savoir ce qu'il va dire pour ne pas emmerder tout ce monde-là. Pourquoi il est traîné dans la boue aujourd'hui alors que quelqu'un l'a chanté? Les artistes, leur propre, c'est de déranger. Alors que quelqu'un l'a chanté quitte le pouvoir, tout le monde applaudissait. Pourquoi il est traîné dans la boue aujourd'hui? C'est les mêmes gars qui l'a doublé hier, là, qui sont en train de tirer sur lui aujourd'hui. Donc il faut avoir un langage franc dans la manière de s'exprimer. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord sur le plateau de Vox Live. Merci à nos invités pour les 3 cartes blanches qui étaient très intéressantes aujourd'hui. J'espère que ça a plu à nos téléspectateurs. On rappelle le thème du jour. Aujourd'hui, on parle du transport aérien. Et oui, comment faire en sorte que le transport aérien puisse se développer correctement et faciliter notamment cette intégration économique et plein d'autres choses. On va en parler dans un instant. Nous sommes à la coupure pub et puis on revient dans un instant. Allez, bye bye. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Vox Live avec nos 3 invités. Aujourd'hui, on s'intéresse au transport aérien en Afrique qui semble être à la traîne. On en parle avec nos invités. Donc, on l'a dit plus tôt dans cette émission, le secteur du transport aérien en Afrique est souvent considéré comme étant un secteur à la traîne par rapport à d'autres régions du monde pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, on va parler de ces différentes raisons. Alors aujourd'hui, vous avez tous pris l'avion au moins une fois. On sait comment ça se passe. C'est-à-dire que, en introduction, j'ai fait le parallèle. Pour aller à Miami, on paye 300 €. Pour aller à Dakar, Abidjan, Bamako, on va payer 500, 600, 700 €. On l'explique comment, sachant qu'on a 12 heures de vol d'un côté, on a 5 heures de vol. Si on est terre à terre... on demande moins de kérosène pour aller à Bamako, à Abidjan, à Douala, que d'aller à Miami. Donc, comment on peut expliquer la question peut se poser avec cette affirmation, bien ce questionnement. Est-ce que l'offre n'est pas en deçà des besoins l'offre n'est pas en deçà des besoins du transport aérien au niveau de l'Afrique? C'est le questionnement
sur lequel je veux qu'on planche. En deçà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'offres. Il n'y a pas assez d'offres. Ou il n'y a pas assez de compagnies aériennes qui vont... Non, il n'y a pas assez d'offres. Même au niveau des voyages et autres. Et même au niveau aussi des compagnies aériennes, vous avez raison. Pour qu'on arrive à un... Il n'y a pas de compétition, en fait, ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être 2, 3, 4, 5 compagnies aériennes qui vont dans un pays. Qui ont leurs horaires, on sait à quel moment ils vont. Ils ont le monopole. Ils ont quasiment le monopole. Il n'y a pas de... Ils sont établis. On peut citer pêle-mêle les compagnies aériennes qui sont établies en Afrique. On sait par exemple que Bruxelles Airlines va en Afrique, Air France va en Afrique. Turquie, Royal Air Maroc. Turquie, voilà, Royal Air Maroc. Il y a Air Côte d'Ivoire aussi qui commence à s'élever. Je crois qu'il y a Air Sénégal. Il y a tout ce monde-là qui gère une sorte de monopole. Et on a comme l'impression, enfin c'est l'impression que j'ai, qu'ils se concèdent pour pouvoir fixer le prix des boards. Des billets, pardon. Des billets, on dit board en anglais, non? Bon, en tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites, Monsieur Armand-Hiré, on va revenir dessus, mais il faut peut-être commencer par quelque chose, c'est-à-dire que nos aéroports aujourd'hui, est-ce que nos aéroports sont en capacité de recevoir un nombre important de voyageurs et un nombre important de compagnies aériennes? En fait, est-ce que ça commence pas déjà par les infrastructures? Est-ce que la demande est suffisante? Il y a plein de questions. Le problème qui se pose d'abord, la raison pour laquelle les aéroports africains d'Afrique subsaharienne ne sont pas desservis de manière continue comme les grandes destinations, les États-Unis et l'Europe de manière générale, c'est que lorsque vous prenez un avion entre Yaoundé et Libreville, lorsque vous voulez prendre un avion, il faut qu'il y ait des accords entre les deux pays, c'est-à-dire qu'il y a des barrières douanières, il y a pas mal de restrictions qui font en sorte que, entre guillemets, s'il n'y a pas d'accord entre vous, vous ne pouvez pas aller d'un pays à un autre comme ça. Et c'est le cas en Europe où, par exemple, Air France peut aller en Allemagne tant qu'elle veut, parce qu'il y a des accords qui ont été mis en place dans le cadre de l'Union européenne. Donc, premièrement, on n'a pas ça. Deuxièmement, on a un nombre de compagnies aériennes qui est très limité, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que je vous prends un exemple concret. Si vous voulez aller de Yaoundé à Libreville, il n'y a pas de vol direct. Donc, vous êtes obligé de passer par Abidjan, puis Abidjan fera un escale peut-être à Bangui, et ensuite, maintenant, vous allez arriver à Brazzaville. Donc, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes qui ont été mises en place pour permettre le développement des compagnies aériennes sur notre sol. Et on se retrouve avec des aberrations comme ce que vous avez dénoncé. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le même prix pour prendre un vol. C'est moins cher de prendre un vol Yaoundé-Paris, Paris-Bangui que de faire Yaoundé-Bangui, par exemple. Donc, en fait, ça revient à ce que je disais. Il n'y a pas de vol direct. Les compagnies s'en donnent à cœur joie. Ça revient à ce que je disais toujours. C'est que tant que les pouvoirs publics ne vont pas vouloir que ça se mette en place, on ne pourra pas le mettre en place. Vous avez beau avoir toutes les initiatives que vous voulez, mais il n'y aura rien qui va se faire tant qu'il n'y aura pas une volonté commune des États à pouvoir permettre et faciliter le déplacement de ces populations-là. Il parle de la question douanière, ça il faut prendre ça en compte aussi, mais il faut relever le fait que la plupart des dirigeants africains ont à cœur d'avoir une compagnie aérienne. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour créer cette compagnie? Ça aussi c'est un questionnement qu'il faut aborder. Parce que, si vous me le permettez, on a assisté à la naissance d'Air Afrique. Et ce n'est pas la seule, il y avait plusieurs compagnies. Mais pour revenir par rapport au prix des billets, aujourd'hui, comment est constitué un prix d'un billet? Donc, il y a le prix du billet, donc pour la compagnie aérienne, il y a les taxes, il y a les frais, les coûts d'exploitation, il y a tout ça. Le kérosène. Le kérosène et tout ça. Il y a le fait même si le billet, on met le lavage de l'avion. Je dis ça, c'est pas pour rire. L'entretien de l'avion, tout ça, c'est marqué sur le billet. Aussi. Pardon? Oui. Le fait de parquer à l'aéroport. Justement, c'est de ça que je parle. Qui coûte plus cher sur le continent africain. Oui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les prix sont plus élevés parce que ça coûte plus cher sur le continent africain. Pourquoi? Parce que déjà, le continent africain a des aéroports qui sont plus petits. Donc forcément, laisser un avion à Bamako va coûter plus cher que laisser un avion, par exemple, à New York, où on a de très 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 grands aéroports et on leur permet finalement d'avoir un prix de parking beaucoup moins cher. Donc c'est important de rappeler comment est constitué le prix d'un billet d'avion. Et vous avez aussi parlé tout à l'heure d'un élément qui est très important, c'est la vétusté de nos aéroports
Honnêtement, aujourd'hui, on a des aéroports en Afrique centrale, pour certains pays d'Afrique centrale, et aussi d'Afrique de l'Ouest, qui ne sont pas du tout aux normes pour recevoir beaucoup d'avions, c'est-à-dire dans la même journée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on développe aussi nos infrastructures. C'est très important pour qu'on puisse accueillir tous ces avions, tous ces voyageurs qui souhaitent passer d'un pays africain à un autre. Parce que, rappelons-le, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le contraire, que l'immigration se fait d'abord dans l'Afrique, avant de se faire à l'extérieur. Je crois que 75% bougent d'abord en Afrique et peut-être 25% vont à l'extérieur. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Et comment ils bougent donc, vu qu'il n'y a pas d'aéroport, d'avion ou d'avion? Mais pour le coup, c'est une bonne question. Il y a la demande aussi. Mais vous parlez de l'offre et de demande. Il y a l'offre et la demande, on est d'accord. Un Dakar-Cotonou, si vous ne remplissez pas le vol, parce que les prix augmentent, et il y a peu qui vont prendre, ils préfèrent, les compagnies aériennes vont se dire, ce n'est pas rentable, je préfère Dakar. Exactement. Quitte à faire que, au lieu de faire 3 heures, ils vont faire 11 heures. Évidemment. Parfois même faire ça dépend de la rentabilité. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'offre et de la demande. Et il y a autre chose aussi. On se rappelle de Corsair en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. Corsair, vous faisiez même des voyages aller-retour Dakar-Paris à 350. Oui, tout à fait. Pendant un moment, oui. On les a mis de côté. Pourquoi? Pour développer Air Sénégal International et permettre à Air Sénégal International d'être protégé. Donc, on a mis de côté Corsair. Pour nous, on se disait que, à la limite, Air Sénégal International s'alignerait sur les prix de Corsair. Ou un peu. Mais on s'est rendu compte que parfois même, Air Sénégal International, le prix est supérieur à Air France. Et c'est là qu'on a... Et c'est des différences très énormes. Hein. Oui, mais la question, c'est qui exploite Air Sénégal? C'est-à-dire que... Il y avait Royal Air Maroc au départ qui avait le... Oui, voilà. C'est la même chose à Abidjan. Air Côte d'Ivoire, c'est exploité par qui? Qui est le DG? C'est ça aussi, il faut voir. C'est-à-dire que la part de l'État est tellement minime dans l'investissement au niveau de l'aviation. Bien sûr. Et que ça porte le nom de Côte d'Ivoire ou bien de Sénégal. Mais c'est des opérateurs privés qui gèrent ça. Et c'est bien de faire ce parallèle très important parce que lorsqu'on regarde par exemple Ethiopian Airlines, parce qu'il faut quand même prendre en exemple ce qui fonctionne. C'est une compagnie d'État. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je reviens tout à fait à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que l'État est à 100% actionnaire de Ethiopian Airlines. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire grandir leur aéroport. Ils ont de plus en plus d'avions qui vont partir. Oui, ils sont en train de créer un hub au niveau d'Addis Abeba. Mais ce que je veux dire, si l'État de Côte d'Ivoire, si l'État de l'Éthiopie gère avec Maestria sa compagnie aérienne, pourquoi, par exemple, le Cameroun ne le ferait pas avec, comment vous appelez votre compagnie là? Cameroun Airlines, Cameroun Airlines. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? C'est une question que je pose. Parce qu'au niveau de Douala, par exemple, quand tu arrives en avion d'Abidjan, de la France, tu peux même pas... L'avion même, il y a des crevasses, c'est pas possible au niveau de l'atterrissage. Et c'est la même chose à Yaoundé, Simalène. Pourquoi est-ce que ces pays-là trichent avec le transport aérien? C'est la véritable question. Sans aucune volonté étatique, tout simplement. Mais après, il y a le coût aussi des avions. Oui, le coût des avions. Investir dans une compagnie aérienne, c'est un gouffre financier. On a vu que Air France... Investir et exploiter. On a vu que Air France a dû s'allier à KLM pour pouvoir surnager ou survivre. Donc ça a des coûts et je ne suis pas sûr que les États... Air Afrique dont on parlait, pourquoi Air Afrique a coulé? Tout simplement parce que la gestion a été catastrophique. Bien sûr. Mais quand il y a 14, je ne sais plus si c'était 14 pays qui étaient sur Air Afrique, malgré tout, la mutualisation et une gestion rigoureuse auraient fait de Air Afrique une compagnie rentable pour moi. Mais ils ne veulent pas mettre autant d'argent. Et autre chose, comme il dit, avoir sa compagnie Air Sénégal, c'est une fierté. Non, mon cher confrère, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Air Afrique a été très mal géré parce que les dirigeants se sont appropriés. Par exemple, ton enfant veut voyager, attends, j'appelle Air Afrique. Donnez-lui un billet là, après on va payer. Voilà comment ils ont géré Air Afrique. Il y avait ça, mais il y avait aussi les cotisations que certains États En fait, il faut du sérieux dans la gestion. C'est-à-dire qu'il y a une implication. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de mettre en place une compagnie aérienne... Celui qui a bougé Air Afrique, ce n'est pas seulement les Noirs qui dirigeaient Air Afrique. Celui qui a bougé Air Afrique, c'est Yves Roland Bieka, qui est français, qu'ils ont mis à la tête de Air Afrique. Ça aussi, il faut le dire. On est totalement d'accord. Donc, pour résumer, parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, on est sur un continent où le niveau de vie est quand même assez bas. Tout à l'heure, vous avez parlé de la demande. C'est l'offre et la demande. Donc, il ne faut pas négliger ce point-là. C'est-à-dire que
avoir une compagnie aérienne, l'objectif, c'est que ça soit rentable. Évidemment. Et donc, rentable, ça veut dire qu'il y a des allées, des venues, et qu'il y ait des gens qui prennent ces billets d'avion-là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on compare le nombre de personnes qui vont aux États-Unis et le nombre de personnes qui vont, je ne sais pas, à Abidjan, à Douala et au Cameroun, eh bien, forcément, ça ne va pas inciter de nombreuses compagnies aériennes à aller sur ce marché-là. Parce que, quoi qu'il en soit, le niveau de vie va faire qu'on va préférer prendre le bus, mais s'il diminue les tarifs au niveau de transport aérien, les gens vont les prendre, mais c'est parce que les tarifs sont tellement élevés. Mais quoi qu'il en soit, quand on prend les billets au niveau du bus, par exemple, quand tu prends le bus de... Mais on ne peut pas comparer les 10 000 francs CFA, les 10 000 francs CFA, les 300, 400, 500 000 francs CFA, il y a quand même une grosse différence. Vous connaissez le précepte économique qui dit que l'offre crée sa propre demande. Bien sûr. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous mettez en place des compagnies aériennes qui font le circuit, vous verrez qu'il y aura des gens qui vont la prendre. Et vous avez parlé tout à l'heure du coût, ça c'est très intéressant d'en parler, parce que l'État peut subventionner les billets. C'est-à-dire que l'État participe à une hauteur. C'est-à-dire, OK, pour pouvoir booster les échanges économiques entre nos pays, par exemple, je prends un exemple, entre le Nigeria et le Cameroun, par exemple, ou la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous, ce que nous allons faire en tant qu'État, on va subventionner ces billets pour les permettre aux gens, peut-être sur 5-10 ans, essayer de subventionner pour permettre aux gens de bouger le plus possible. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Parce que ça peut... Donc vous pensez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, un pays pourrait subventionner une partie des billets pour faire en sorte qu'on développe... le prix du carburant. Oui, on pourrait essayer. Et finalement, on a vu les conséquences avec le Nigeria. C'est une piste. En tout cas, c'est une piste. C'est-à-dire que, vu que vous avez tout à fait raison lorsque vous avez énoncé le fait que nos populations sont plus pauvres que celles de l'Europe, c'est-à-dire qu'on aura plus de mal à prendre l'avion si jamais il coûte le même prix qu'ici. Mais s'il y a vraiment une aide de l'État et une vraie volonté politique derrière, je pense que ça peut être le début de quelque chose. Ça peut être le début de quelque chose. Et aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'on a parlé donc, des difficultés de la mise en place d'une compagnie aérienne. Donc, néanmoins, on l'a dit tout à l'heure, il y a des compagnies aériennes qui fonctionnent très bien, des compagnies aériennes africaines. Donc, on va citer par exemple Royal Air Maroc, qui fonctionne très bien. On a dit avec beaucoup de retard. Bon, enfin, je dis ça en passant. Avec Ethiopian Airlines, il y a plusieurs compagnies qui fonctionnent plutôt bien. Et quand on regarde les différents points communs, c'est une gestion de faire, un investissement de la part de l'État, du personnel formé, un dirigeant qui est à sa place parce qu'il mérite d'être à sa place. Tout à fait. Et quand on regarde pourquoi les compagnies aériennes comme Air Afrique, comme plusieurs autres, Camer Airlines ont fait faillite, eh bien on retrouve les mêmes éléments, les mêmes défauts, à savoir une mauvaise gouvernance, du personnel non formé, la gestion chaotique. Donc, le népotisme, le clientélisme, tout ça rentre à l'intérieur. Exactement. C'est ça qui te défonce, entre guillemets, et puis les avions réchappés, comme on le dit. Exactement. Mais néanmoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle au chef d'État, ça reste une priorité d'avoir une compagnie aérienne, des compagnies aériennes africaines. Une sorte de souveraineté. Oui. Exactement, ça fait partie de la souveraineté. Et tout simplement parce qu'on sait très bien que les interconnexions entre l'Afrique, entre les pays d'Afrique, où avoir sa compagnie aérienne permet de développer le transport, faciliter le transport, va avoir un impact direct sur l'économie d'un pays. Moi, vous savez, je peux vous prédire l'avenir. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que d'ici quelques années... Le prophète. Dans quelques années, ce qui va se passer, c'est que les pays africains vont se renforcer économiquement. On y arrive. Et le problème, c'est quoi? C'est que si on laisse la place et qu'il n'y a pas de compagnie aérienne africaine. Intra-pays, les autres pays vont se positionner sur ce marché-là. Donc c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, KLM, par exemple, Bruxelles Airlines vont commencer à se rendre compte le problème c'est que la plupart des compagnies, la plupart des compagnies aériennes, c'est plus intéressant. Donc la plupart des compagnies aériennes en Afrique ont le nom du pays, mais ne sont pas gérées par les ressortissants du pays. Exactement. C'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on prend l'étiquette Air Sénégal, par exemple, pour citer Air Sénégal, mais derrière Air Sénégal, il faut se poser la question, qui est derrière Air Sénégal? C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la participation du gouvernement dans les parts de cette entreprise-là. En Côte d'Ivoire, par exemple, le DG, c'est un Français, je crois, ou bien je ne sais même pas, mais il est blanc. Mais à combien investit l'État de Côte d'Ivoire? Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que mais on l'a vu, il y a aussi des pays qui étaient, c'est-à-dire qui géraient totalement leur compagnie, mais qui se sont effondrés par rapport à tous les problèmes qu'on a soulevés, c'est-à-dire cette mauvaise gestion. Comment est-ce que fonctionne Air Maroc? Comment est-ce que fonctionne Air Maroc et
Ethiopian Airlines? C'est l'État. Bah, c'est du l'État, même mais État c'est une dont on bonne parle. gestion. Oui, C'est-à-dire de que l'État. c'est une bonne gestion, c'est-à-dire que les bonnes personnes à leur place, on fait attention, il y a une rentabilité qui est recherchée, etc. Et dans le etc. choix aussi, dans le choix des compagnies, je mets à la place du client, dans le choix des compagnies aériennes, je ne vais pas citer les noms de ces pays. Quand je fais un choix de prendre un billet, je peux prendre un billet et faire 7 heures d'escale quelque part, parce que la Parfois différence... même 24 heures. Oui, parfois 24 heures, parce que la différence de prix est à mon avantage. Tout En à gros, fait. il y a je peux faire 7 heures d'escale quelque part, parce que le billet d'avion est à 300, au lieu de prendre un voyage de 4 heures ou 5 heures, et le billet d'avion est à 1300. Donc là, je peux faire le choix. Mais là où je peux avoir un problème avec le choix, c'est lorsque mes bagages sont perdus à l'arrivée, lorsque j'ai un manque de, comment on va dire ça là, un manque de confort, et parfois même le surbooking, on le voit dans certaines compagnies aériennes, surtout pendant les vacances, et le non-respect par exemple, des délais le retard. En sachant qu'une compagnie aérienne qui reste 1 heure de plus, ça coûte très cher, mais parfois ils font des retards de au moins 6 ou même parfois 24 heures, des surbookings où là, on ne peut plus avoir cet avion. Donc, il y a aussi la qualité de service pour moi qui est malheureusement... Au-delà de la qualité du service, je suis d'accord personnellement, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Mais il faut que les États mettent en place les structures. Il faut qu'ils créent des hubs, des aéroports performants. On a assisté par exemple à la mise en place de l'aéroport d'Accra, qui est un très bel aéroport. Je crois qu'au Caire, on n'en parle même pas. Parce Non, que mais on peut citer l'exemple de Ethiopian Airlines. Voilà. Ethiopian Airlines, il faut savoir que c'est une compagnie qui a été fondée quand même en 1945. On est quand même en 2024 aujourd'hui. Donc, elle a le même âge que la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que- Si vous voulez. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est la compagnie aérienne qui est devenue, c'est la plus grande compagnie aérienne en Afrique. en Afrique et la plus rentable, c'est important de le dire. Elle dessert plus de 120 Ils pays. se sont appropriés un marché, tout simplement, Exactement. parce qu'il n'y a personne. Mais le souci aussi, c'est que leurs billets sont assez moins chers. Parce 120 destinations. beaucoup moins qu'ils cher. font des escales. Mais Le il y a la rapport qualité, qualité, il y a le la rapport qualité, qualité voilà. Et là, existe. exactement. Mais Ethiopian Airlines, par contre, 1945, ok, mais ils ont commencé à évoluer dans ces 2 dernières décennies, ou juste la dernière décennie. Et Oui, ils ont parce pris, qu'ils ils ont pris la place. ont pris le temps de concurrencer les autres compagnies. Exactement. Et là où ils ont été sur le marché, ils ont répondu au marché de la compagnie, c'est Bruxelles Airlines, en tout cas, ou Turkish ou Bruxelles Airlines, qui faisait des vols réguliers entre Bruxelles et l'Afrique centrale. Et Ethiopian Airlines C'est pas Sabena Sabena, Sabena, à c'était la l'époque, première qui a compagnie, changé, Sabena. voilà, ouais. Sabena, et Tout à c'est fait, passé qui est devenu à, Bruxelles voilà. Airlines. Et donc KLM également, et ils ont su prendre et au niveau marketing aussi, ils ont su dire une compagnie africaine qui vous amène dans vos destinations africaines. Je me rappelais de ce cas qui permet donc... Ils ont donc fait une bonne pub, une très bonne communication. Donc c'est Oui. pourquoi Et le service suit. et le évidemment. service... Donc, tout est réuni. en fait. c'est différent de Camelco ou de Air Côte d'Ivoire. Quoi. Et c'est pas les seuls, ce sont pas les seuls. Donc néanmoins, il y a quand C'est même... les seuls que je connais. C'est les seuls que vous connaissez, mais ce ne sont pas les seuls. Ne jetons pas la pierre à certains pays. Mais néanmoins, il y a quand même cette volonté. On a compris que c'est un défi qui est primordial, qu'il faut absolument relever. Évidemment. Parce qu'on parle de connectivité, encore une fois. C'est-à-dire que c'est peut-être la réponse à l'Afrique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est une C'est-à-dire réponse que aussi à la souveraineté à la des pays souveraineté, africains. à la souveraineté des pays africains, à la souveraineté de chaque pays africain basé en France. Basé en Afrique, on ne dépend pas d'un pays, d'une compagnie étrangère pour pouvoir voyager à l'intérieur même de son pays, de son continent. C'est très important. Les pays l'ont compris. Maintenant, qu'est-ce qui manque à ces pays de se réunir? Aujourd'hui, on a eu l'exemple de Air Afrique, qui Tout à était une fait. très bonne initiative. On Tout l'a à dit. fait. Mais la mauvaise gouvernance, etc., la mauvaise gestion a fait que, et puis aussi la politique qui rentre dedans, etc., a fait que. Maintenant, quelles sont les leçons qui ont pu être prises pour faire en sorte qu'aujourd'hui, cette compagnie aérienne africaine puisse exister? Quand on parle par exemple de la CEDEAO, vous parlez de l'Union africaine, on parlait tout à l'heure de la CEDEAO, on parlait de la CEMAC. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité de mettre en place ces compagnies aériennes qui va desservir les Africains? Les Africains voyagent principalement sur le continent africain. Il faut pouvoir leur donner les moyens nécessaires pour faire du business entre Africains, des voyages entre Africains, permettre cette mobilité-là. Ça peut être une priorité. Mais ce qu'on va dire, je vais encore
je vais encore botter enfin, je ne botte pas en touche, mais je dis les choses telles que je les vois. L'égocentrisme de nos dirigeants, par exemple. Ils préfèrent quoi, avoir une compagnie? De se mettre ensemble. Parce qu'ils ont essayé. Leur pays? Ils l'ont essayé. On leur a peut-être donné des conseils au bon vieux temps. Ils ont créé Air Afrique. Mais Air Afrique est où aujourd'hui? Oui, mais en fait, l'histoire fait que on a pris conscience de certaines choses. La CEDEAO est où aujourd'hui? La CEDEAO existe comment? La CEDEAO ne réagit que politiquement, économiquement. La CEDEAO est très faible dans sa manière de gérer l'économie. Donc on va reprendre l'exemple de l'AES, parce que là, ils viennent de mettre en place une compagnie aérienne qui dessert donc différentes villes entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Alors vous savez voilà. C'est très important parce que ça revient à mon analyse de base. C'est-à-dire quoi? Parce que lorsque vous voulez développer votre espace, il faut aimer cet espace et le valoriser. Ça commence par là. Et je pense que le gros problème que nous avons souvent, c'est que nous aimons valoriser ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Lorsque je dis, par exemple, je suis au Cameroun et je dis par exemple à mes proches, je leur dis, je vais prendre Air France pour voyager. Ou bien je leur dis, je vais prendre Camerco pour aller en France. Quoique Camerco n'a plus le droit d'aller en France, il me semble. Ça va valoriser, ça commence par là. C'est-à-dire, ce que je veux dire, ce sera beaucoup plus valorisé ce qui vient de l'extérieur parce que ça vient de Air France. Tant que nous-mêmes, on ne va pas valoriser notre... Mais il y a un historique. Ça vient d'un historique, c'est-à-dire que quand on parle de Air Afrique, quand on parle de nombreuses compagnies aériennes... Oui, mais c'est... Non, mais notre propre perception. Quand on a vu on a quand même des chiffres, on a quand même des histoires. C'est-à-dire que... Quand on a vu des avions de Cameco être bloqués à l'aéroport pendant une semaine, ici en France. Donc il y a quand même un historique, il y a quand même... C'est pour ça qu'il faudrait que nos dirigeants réellement aient cette volonté-là de vouloir développer nos compagnies aériennes pour qu'on puisse aussi... Mais ils peuvent transmettre ça au privé. Qu'est-ce qui justifie que l'AES développe ses avions et que, par exemple, l'Afrique centrale ne développe pas une compagnie aérienne? C'est juste parce que l'AES a ce besoin d'émancipation, ce besoin d'avoir la main mise sur ses propres infrastructures et sur ses propres avions. Et c'est ce donc tout part de là. Pour le coup, c'est intéressant. C'est juste une volonté. C'est-à-dire que la volonté de souveraineté, la volonté d'émancipation, la volonté de se développer, donc, va entraîner la création d'une compagnie aérienne comme ont pu faire les pays de l'AES. Et si on n'a pas finalement cette volonté d'émancipation, de développement, etc., finalement, la compagnie aérienne, on se dit, bon, on verra ça plus tard. Ethiopian Airlines, l'Éthiopie, on voit que c'est un pays qui est en plein développement. Il faut le dire, c'est un exemple sur le continent africain. Le Maroc, on peut le citer aussi comme un exemple. Un pays qui est sorti d'une crise politique exactement. aiguë. Donc finalement, c'est lié. C'est-à-dire que la volonté de se développer, la volonté d'émancipation, la volonté de savoir faire du branding, parce que Royal Air Maroc, maintenant, c'est une compagnie internationale vraiment connue. Même Air Algérie. Mais moi, je pense que pour l'Afrique de l'Ouest, effectivement, il faut mutualiser pour permettre de supporter les coûts. Parce que, encore une fois, les coûts financiers d'une flotte, et je parle d'une flotte, ça peut être deux Airbus, éventuellement une flotte aérienne, ça coûte très, très, très cher. Et je sais que si on veut faire un financement, il faudrait savoir déjà, est-ce qu'il y aura la demande qui va suivre derrière. C'est ça, exactement. Mais savoir aussi que le fait d'être en commun permet de supporter les coûts et de permettre à la population, en tout cas aux consommateurs, d'avoir des billets moins chers. Mais si vous mettez une compagnie aérienne africaine qui va vous dire que de Dakar à Bamako, ça va vous coûter 300 000 francs CFA, je ne suis pas sûr que l'avion sera rempli. Et à un moment donné, il y aura un gouffre. Regardez bien même l'histoire des compagnies aériennes au niveau juste financier, en tout cas la ligne financière. Au bout de 5 ans, il y en a beaucoup qui revendent leurs avions de la flotte pour, comment ils disent ça, économiser, en tout cas rationaliser leur prix. Et parfois même, ils sont obligés d'aller faire des... il faut dire que la mauvaise gestion des compagnies aériennes n'est pas seulement propre à l'Afrique. Voilà, il y a des compagnies qui ont existé comme UTA, bien comme sûr. Sabina, mais là, on est focalisé sur l'Afrique, on est totalement d'accord. Mais et le pire, le coût. J'ai vu des compagnies aériennes qui ont arrêté parce que juste le coût du kérosène a augmenté de quelques centaines. Mais encore une fois, c'est-à-dire que si les gens ne prennent pas l'avion, c'est-à-dire c'est simple. Il faut les pousser à prendre l'avion. Il faut les inciter. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un travail, il y a un pré-travail à effectuer. C'est-à-dire qu'on parle de tourisme, on parle des développements commercial entre les différents pays. Il y a plein de choses à mettre en place pour développer finalement le transport aérien. Vous savez, moi j'ai fait l'Afrique de l'Est pas mal. Et pas pour parler d'Ethiopian,
Mais j'ai l'impression qu'ils ont plus, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, lorsque je parle d'Afrique de l'Est, je parle du Rwanda, je parle de l'Ouganda, je parle de tous ces pays-là dont on ne parle pas souvent. Mais ils ont un rapport à l'avion qui est totalement différent du nôtre, nous en Afrique centrale et de l'Ouest. L'avion, c'est vraiment un moyen de déplacement, c'est quelque chose qui est inculqué dans leur fonctionnement. Je pense que ça va au-delà aussi dans l'éducation que nous allons apporter aux générations futures et même à nous aujourd'hui. Voilà, se dire que l'avion c'est quelque chose de démocratisé, pas nous parce que par exemple nous vivons ici et nous le prenons. Mais quand je dis quand on est sur le continent, l'avion ça reste quand même un moyen. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'avion, parfois je vois des personnes qui se mettent en costume pour prendre l'avion, pour venir... oui, on pense que c'est les hommes d'affaires, effectivement. Non, même des enfants qui se mettent en costume, c'est-à-dire que toute la famille se prépare à se mettre en costume pour prendre l'avion. Non, ce que je veux dire par là, c'est vrai que c'est un exemple un peu grotesque. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il faudrait aussi qu'on désacralise l'avion, et cela passe par la volonté des pouvoirs publics de mettre à disposition, comme on l'a dit tout à l'heure, des prix normaux. Mais bien sûr, mais ça passe par là. Mais par rapport à l'offre, effectivement, du tourisme, je donne un exemple. Dakar-Tombouctou. Si on me dit que Dakar-Tombouctou, c'est à 2 heures de vol d'avion pour aller visiter les vestiges de Tombouctou, ça me donnera envie de se dire, tiens... par la rébellion qui ont été reconstruits. Bon, on peut choisir autre chose, mais ça va m'inciter à dire, tiens, ça va coûter moins cher, c'est à 2 heures, je vais prendre l'avion avec mes enfants pour visiter les vestiges de Tombouctou, qui est côté historique. Et donc, ça permet le développement du tourisme, mais on n'a pas ce type d'offre. Exactement, on n'a pas ce type d'offre. Et donc, il y a encore beaucoup de travail sur le branding Africa. Ça reste important. Et voilà, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, les Africains doivent d'abord travailler avec les Africains, c'est-à-dire que cette interconnexion va permettre du développement commercial. Aujourd'hui, il est encore limité. D'assouplir les droits douaniers, tout. Bien sûr, voilà. Il y a tout ça à mettre en place. Donc, il y a encore du travail et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut le dire, oui, le transport aérien, et le transport aérien africain est à la traîne. Et si, finalement, de vraies décisions structurelles ne sont pas prises, eh bien, ça va continuer ainsi et ça va handicaper et rendre très difficile le développement du continent africain parce qu'on sait très bien que faciliter le transport, faciliter l'accès au monde, etc. est une priorité pour être connecté à tous, quoi. Voilà, mesdames et messieurs, vous étiez sur Vox Live. J'espère que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer vos différents messages concernant cette problématique, à savoir le transport aérien sur le continent africain. Oui, on aimerait tous voyager le plus moins cher et le mieux possible sur le continent africain. On en a vraiment besoin. On a besoin de voyager moins cher, à des coûts moins... évidemment, et puis d'être bien assis dans des avions propres et bien espacés. Avec du personnel formé, voilà. Exactement, avec une bonne gouvernance, etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Vous êtes sur Vox Live. Allez, rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.